Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre avec Johan. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 23e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour Johan. Salut Eric, salut à tous. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Alors aujourd'hui, c'est un numéro un peu particulier, on va dire une édition spéciale, car nous avons une annonce inédite à vous faire, une sorte de scoop qui va faire bouger un peu le monde de la voiture électrique et du secteur de l'électromobilité. Restez à l'écoute pour cette annonce, ça se passera dans la deuxième partie de l'émission, après les actualités. Alors justement, les actualités, on y va tout de suite, avec un premier sujet sur Tesla, qui progresse sur le recyclage des batteries de voitures électriques. Alors c'est un sujet brûlant et permanent, le recyclage, on en parle beaucoup, tant dans les milieux des acteurs de l'électromobilité que parfois chez les personnes qui sont un petit peu hostiles à la voiture électrique. Et Tesla continue à progresser dans ce domaine, Johan. Oui, tout à fait. On sait que le recyclage et l'aspect environnemental au sens large chez Tesla a toujours été une priorité, quelque chose d'important. On sait aussi que il y a quelques années, le CTO de chez Tesla avait démissionné, ou en tout cas était parti pour monter une entreprise dans le recyclage des batteries. Donc preuve que finalement culturellement chez Tesla, on se préoccupe de la seconde vie des batteries. Et dans leur impact report qu'ils ont publié pour l'année 2021, donc ça parle de l'année dernière en fait, ils indiquent qu'ils ont vraiment progressé dans le recyclage des batteries, à la fois en fait au niveau du taux de recyclage des batteries qu'ils ont de ce qu'ils ont réussi à recycler, et aussi au niveau de la quantité de métaux qu'ils ont réussi à extraire de ces batteries. Donc ils parlent principalement de trois métaux: le nickel, le cobalt et le cuivre. Le nickel, c'est 1500 tonnes en 2021 versus 1300 en 2020. Le cobalt, c'est 200 tonnes contre seulement 80 en 2020. Et pour le cuivre, c'est 400 tonnes versus 300 tonnes l'année précédente. Donc finalement, on se rend compte que cette activité de recyclage est en train de prendre de l'importance. Et Tesla s'attend à ce que ça, finalement, assez logiquement, ça suive la courbe des ventes et progressivement, qui récupère de plus en plus de packs batteries. On pense notamment au Tesla Model S qui commence à avoir une dizaine d'années et qui, finalement, doivent trouver maintenant une seconde vie pour leur pack batterie. Donc la question, c'est finalement entre cette étape de recyclage et la fin de vie pour l'automobile. Quel est le plan de Tesla en fait? Est-ce qu'ils veulent tout de suite les recycler, ou finalement est-ce qu'ils veulent les utiliser par exemple pour du stockage domestique, ce qui serait quelque chose sans doute de pertinent? Et d'un autre côté, finalement Tesla a besoin de matières premières. C'est aujourd'hui compliqué d'en obtenir, donc le recyclage peut être aussi un moyen pour eux de s'approvisionner en matières premières, même si les chiffres que j'ai cités me semblent un petit peu faibles pour que ce soit significatif dans l'approvisionnement de Tesla pour ces nouveaux véhicules. Alors Tesla a progressé, dit-il, dans le traitement de ses batteries avec un recyclage de 92% des matériaux et qui vise 100% à terme. Ça veut dire que Tesla s'inscrirait dans une logique d'économie circulaire. Donc, si on comprend bien, Tesla recycle ses propres batteries pour son propre usage, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, les batteries repassent dans les circuits de fabrication de Tesla. Alors, a priori, c'est le cas. Faudrait vérifier, enquêter, mais a priori, c'est le cas. Et finalement, ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça vient aussi un petit peu à l'encontre de toutes ces idées reçues qu'on a. Les batteries de voitures électriques, ça se recycle pas, c'est mauvais pour l'environnement, etc. Alors, oui, ça a un impact parce qu'il faut extraire des matériaux. Mais derrière, Tesla nous prouve qu'on est capable de recycler ces batteries. Combien de fois on peut recycler la matière, ça, j'aurais du mal à le dire. Mais déjà, on peut au moins réutiliser 2 fois ces matériaux, et ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est vraiment un argument à imprimer dans l'esprit du grand public que oui, on est capable de recycler les batteries, et donc on va pas les jeter à la fin de vie de la batterie. C'est d'ailleurs quelque chose que Tesla précise dans son rapport. Ils disent que en fait jamais il y aura une batterie qui va terminer au fond d'une décharge. Finalement en fait, parce que ils savent recycler, et 2, la matière première a une telle valeur aujourd'hui que forcément en fait ils vont pas les jeter, ou ils vont tout faire pour les récupérer. Donc voilà, ça c'est quand même un point qui pour moi est hyper important, et
Et s'il y a qu'une chose à retenir de ce podcast, hormis l'annonce que tu feras tout à l'heure, c'est ça. Alors, très bien. Donc, Tesla va devenir peu à peu une entreprise de plus en plus vertueuse. Donc, on suivra ça avec attention. La seule chose, en fait, la seule petite réserve, c'est que on reparle un petit peu des anti-VE, comme on les appelle, c'est que finalement, on n'a pas encore, on n'a pas d'études très 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 récentes sur le recyclage. Les études datent de quelques années. Or, on sait que l'histoire va très très vite en matière de voitures électriques et que ce qui était vrai il y a 5 ans ne l'est plus aujourd'hui, vu le développement très important du marché. Donc, on est impatient d'avoir de nouvelles études sur le recyclage, ses filières, quels sont les matériaux recyclés, où partent-ils, vers quel processus de fabrication, etc., etc. Donc, vraiment à suivre parce que c'est un sujet pratiquement qui alimente le quotidien de ceux qui s'intéressent à la voiture électrique. Alors, dans le quotidien de ceux qui s'intéressent à la voiture électrique, il y a évidemment aussi, et ça sera le deuxième sujet de l'actualité, comment on circule en voiture électrique, quelles sont les contraintes et comment convaincre pour passer à la voiture électrique ceux qui sont éventuellement tentés de le faire mais qui hésitent encore un petit peu pour différentes raisons. Et à ce sujet, Shell, le groupe pétrolier et non pas électrique pour le moment en tout cas, Shell a publié une étude, je crois qui est publiée tous les ans ou actualisée tous les ans. Et c'est une étude donc qui recueille un peu le sentiment des personnes qui roulent en voiture électrique ou qui souhaitent le faire. Et qu'est-ce qu'elle dit cette étude alors, Yoann ? Alors cette étude en fait elle s'intéresse vraiment aux raisons pour lesquelles les utilisateurs passent aux véhicules électriques et elle met l'importance notamment sur la notion d'expérience finalement d'expérience utilisateur positive et notamment en fait l'importance de choses comme le confort de conduite qui est cité comme l'un des principaux facteurs de passage électrique puisque c'est un critère qui est cité pour 75% des personnes qui passent à l'électrique. Donc c'est vraiment quelque chose de significatif, d'important et de convaincant. Donc ça rejoint aussi quelque chose que je dis régulièrement, c'est pour convaincre les gens de passer à l'électrique, il faut les mettre dans une voiture électrique. Et je pense que le silence et l'expérience de conduite font que derrière on est convaincu. On apprend aussi, ça j'étais un petit peu plus étonné, que l'argument environnemental en fait, il est convaincant pour 70% des usagers du véhicule électrique. Donc c'est un argument de poids dans le choix de passer à l'électrique. Et puis ensuite, on retrouve en fait le coût de possession d'un véhicule électrique qui a convaincu à peu près 55% des usagers. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Ça donne des clés pour comprendre un petit peu le marché du véhicule électrique. Et je pense que si j'étais constructeur automobile, je m'intéresserais fortement à cette étude pour essayer de comprendre un peu les points sur lesquels il faut appuyer pour vendre des voitures. Même si aujourd'hui ils ont pas forcément besoin d'en vendre puisqu'ils ont tous un peu de mal à fournir les véhicules électriques. Mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Petit rappel ou petit élément de contexte aussi sur cette étude. C'est une étude qui est de mémoire réalisée par la société New Motion qui a racheté Shell il y a 4 ou 5 ans. Et donc il y a un historique aussi de ces études. Alors je suis pas allé fouiller pour voir quelles étaient l'évolution des comportements. Mais c'est quelque chose qui peut s'étudier, c'est-à-dire de voir chaque année finalement quelle a été l'évolution en fait des comportements au fil de l'évolution des produits, du réseau de recharge, etc. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Alors moi il y a un chiffre qui retient un peu mon attention, c'est que c'est le nombre d'usagers convaincus qu'ils rachèteront une voiture électrique. Ça veut dire que en général on a tendance à dire que quand on a découvert l'électrique et qu'on y est passé, on revient rarement ou presque jamais au thermique. Or, en 2021, dans cette étude, ils étaient 62% à dire qu'ils garderaient un modèle électrique pour leur prochaine voiture. Et ils sont désormais 76%. Ça veut dire que ça évolue. Et ça veut dire que même si on prend ce dernier chiffre de 76%, il y a quand même 24% de personnes, c'est-à-dire presque 1 sur 4, qui ne garderaient pas l'électrique. Ça veut dire, si on traduit aussi, qu'une personne sur 4 repasserait probablement au thermique. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, peut-être hybride ou... on n'a pas d'éléments sur ce chiffre, mais je trouve ça assez étonnant. Une personne sur 4 qui roule en électrique va revenir au thermique, ou en tout cas ne va pas choisir une voiture électrique comme prochaine voiture.
Et ça serait intéressant, on les a pas, mais ça serait intéressant un jour d'avoir ces raisons et de questionner les personnes concernées sur ces raisons. Est-ce que ce sont des raisons de coût? Est-ce que ce sont des raisons de praticité, de manque d'autonomie, de problèmes de recharge, peut-être de déception aussi, pour le plaisir de conduire, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas ce chiffre, mais peut-être qu'on aura l'occasion de fouiller un petit peu et d'en savoir un peu plus de ce côté-là, parce que je trouve que c'est une donnée qui est quand même hyper importante pour nous et pour tout le monde, et pour les constructeurs également, et pour les utilisateurs. Moi, j'ai quelques pistes par rapport à ça, Eric. C'est vrai que nous, finalement, côté ChargeMap, on a quelques insights et quelques retours de la communauté, des utilisateurs, etc. Et en fait, on a de temps en temps des déçus de l'électrique, on les appelle comme ça. Et c'est souvent des gens en fait qui n'ont pas spécialement bien préparé leur achat. Ils ont acheté une voiture électrique comme on achète un véhicule essence, sans se préoccuper des questions de recharge, sans s'intéresser à l'écosystème du véhicule électrique, parfois mal conseillé par les vendeurs eux-mêmes qui connaissaient pas grand-chose. Combien de fois on a entendu, alors c'est en train de changer, donc voilà, mais combien de fois on a entendu vous allez pouvoir charger votre Renault ou votre Peugeot sur les superchargeurs Tesla, à l'époque où c'était pas possible. Donc finalement, il y a une notion de conseil avant achat qui est hyper importante et de limite de formation des nouveaux conducteurs aux véhicules électriques. Et parfois, ces éléments-là, les éléments de base en fait pour rouler en véhicule électrique, ils les ont pas forcément et ça crée de la déception. Ils arrivent sur une borne, ils savaient pas qu'il fallait un badge, ils avaient mal calculé ou mal anticipé leur trajet. Donc ça, c'est des problèmes qu'on voit un peu chez ChargeMap, mais souvent le vendeur leur a dit un truc qui n'était pas tout à fait juste, ils sont déçus. Donc voilà, peut y avoir un peu de déception par rapport à ça. Ceci dit, on constate, et ça va dans le sens de l'étude, que globalement, les gens sont quand même de plus en plus informés autour du véhicule électrique. Et je pense que ça vient notamment de toute l'information qui commence à arriver dans les médias traditionnels. Là, je prends la casquette automobile propre, mais il y a quelques années, on était seul à parler du véhicule électrique. Aujourd'hui, tous les grands médias en parlent. Donc, ça augmente en fait la connaissance que peuvent avoir les gens autour des véhicules électriques. Et donc, ils sont un petit peu mieux préparés pour l'achat de leur véhicule et les conséquences que ça peut avoir derrière si on n'a pas toute l'information nécessaire. Oui, donc ça rejoint un petit peu un de nos credos, c'est-à-dire l'éducation, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot dans ce contexte, mais en tout cas l'acculturation à la voiture électrique, parce que ça nécessite quand même effectivement un minimum de connaissances et de maîtriser certains codes qui sont pas du tout compliqués à acquérir, mais qu'on ne peut pas inventer si on ne les a pas lus quelque part. Et ça nous amène directement finalement au sujet suivant, puisque quand on parle de marques et d'industriels, on parle aussi de leur façon d'appréhender le marché et donc de former leur propre troupe. Et donc, c'est le sujet, c'est Renault qui va créer très probablement un pôle voiture électrique qui compterait 10 000 employés dès 2023, c'est-à-dire dès l'an prochain. Et quand je parle d'acculturation, ça inclut aussi cela, c'est-à-dire dans les concessions, des gens qui soient spécialisés dans la voiture électrique de façon à mieux informer leurs clients, comme tu le disais juste avant, Johan. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser de cette scission quelque part de l'entreprise vers un pôle 100% électrique? Déjà, c'est intéressant de voir qu'effectivement Ford a eu la même démarche. Donc ça veut dire que ça ressemble quand même à un espèce de passage obligé pour les constructeurs automobiles. Moi, c'est un point que je trouve intéressant. Je pense qu'en fait, un changement de ce type permet de créer vraiment une culture véhicule électrique au sein des équipes. Et je pense aussi, c'est malheureux, ou en tout cas ça fait partie du jeu économique, que finalement il y a des anciennes compétences qui vont rester dans la structure peut-être de départ, la structure originale, et puis côté véhicule électrique, on va recruter d'autres compétences. Peut-être qu'il y a plus de technologie, peut-être qu'il y a des compétences autour des batteries, autour des moteurs électriques qu'on ne peut pas trouver, qu'on ne peut pas convertir directement dans l'ancienne structure. Donc voilà, j'ai l'impression que du coup ça permet aux constructeurs ce type de changement de changer de culture d'entreprise peut-être plus facilement. En tout cas, je me dis que c'est peut-être un des éléments qui explique ça, et c'est aussi un signe fort envoyé à la fois aux clients, à la fois aux partenaires, à la fois au marché,
à la fois aux collaborateurs de dire, ben voilà, maintenant on est dans une phase de transition et on va vers le tout électrique. C'est inévitable, ça demande des investissements qui sont forts, des choix qui sont forts. Et voilà, donc je pense que tout ça participe à la transformation des constructeurs automobiles. Et on sait qu'aujourd'hui, ils sont devant une transformation qui est énorme en fait pour eux. Donc voilà, je suis curieux de voir comment tout ça va évoluer. Est-ce qu'on pourrait comparer ça un petit peu, faire un parallèle avec ce qui s'était passé avec les opérateurs historiques comme France Télécom, qui était France Télécom et qui est devenu Orange, avec on sait un peu le choc des cultures que cela a produit entre des personnels qui étaient là depuis quand même pas mal de temps et qui étaient encore un petit peu sur la logique de gérer du Minitel et l'installation de postes de téléphone. Et puis, ce qui est devenu Orange aujourd'hui, c'est une entreprise très digitale et quand même à la pointe sur plein de métiers. Donc, on comprend à un moment qu'il y a besoin de créer une espèce de rupture pour évoluer et effectivement créer une nouvelle culture d'entreprise qui est autour de l'électromobilité, mais aussi beaucoup, et ça va avec souvent, de la digitalisation de l'entreprise. Alors, puisque Renault, notamment, a prévu de passer au full électrique dès 2030, ça nous amène au dernier sujet, qui est un sujet un petit peu plus politique, mais quoique. C'est donc le Parlement européen qui a validé l'interdiction du moteur thermique pour 2035. Donc voilà, c'est un petit peu en avance par rapport à ce qui était prévu, puisqu'on parlait auparavant de 2040. Donc ça va aussi très vite là, Johan, non ? Ouais, tout à fait. Bah effectivement, on accélère et puis on se rend compte. On parlait tout à l'heure de Renault, tu le disais, que eux en fait, la transformation qu'ils sont en train d'opérer, c'est en vue de pouvoir arrêter de vendre des véhicules thermiques aux particuliers dès 2030. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà anticipé en fait la décision qu'est en train de prendre l'Europe d'interdire le thermique d'ici 2035. Donc ça veut dire que Renault cesse par exemple 5 ans pour 5 ans de battement en cas de retard sur le calendrier ou autre, mais en tout cas ils y vont. Et finalement en fait le Parlement européen aujourd'hui prend une décision qui est hyper forte et qui est hyper contraignante pour les constructeurs automobiles. Ça les oblige au changement dont on vient de parler. Et je peux comprendre qu'il y ait de l'opposition de la part des constructeurs auto, et a priori la France s'est opposée à cette décision de passer de 2040 à 2035. Voilà, la commission a décidé autrement. Maintenant, les constructeurs vont devoir suivre et s'adapter. Et ce qui est intéressant, c'est que ils mettent à la fois l'accent, en tout cas les constructeurs automobiles mettent l'accent sur le côté produit, structuration de leur côté, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à parler de l'infrastructure de recharge et à dire attention, est-ce qu'on va réussir à avoir l'infrastructure de recharge nécessaire pour mener cette transformation en quelques années, en 12-13 ans. Donc voilà, c'est des sacrés défis et une sacrée transformation qui attend toute l'industrie automobile en Europe. Alors précisons que la date de 2035, c'est donc l'arrêt de la fabrication de voitures thermiques. Ça ne veut pas dire l'arrêt de la disparition des voitures thermiques dès 2035 sur nos routes, puisque les voitures thermiques seront fabriquées probablement jusqu'en 2035 ou peut-être même un petit peu avant, parce que je pense bien que les constructeurs ne sont pas fous et ils vont pas se tirer une balle dans le pied en continuant comme ça à faire des voitures thermiques. Donc ils s'arrêteront probablement avant, comme Renault donc qui annonce 2030, mais il n'empêche quand même qu'une voiture durant en moyenne entre 10 et 15 ans, voire 20 ans. On aura peut-être encore des voitures thermiques sur nos routes en 2045 ou en 2050. Donc ça va quand même être assez progressif. On note aussi qu'on a quand même sur les sujets qu'on vient d'évoquer, on a 3 dates. On a la date Renault 2030, on a la date Commission européenne 2035, et puis on a la date du gouvernement français qui lui fait le forcing pour repousser cette date fatidique à 2040. Donc on voit que tout le monde n'est pas encore complètement d'accord, et notamment un gouvernement français qui pourtant fait de l'écologie un petit peu son credo, notamment avec le nouveau gouvernement, et malgré tout, voilà, qui freine des deux pieds pour essayer de repousser cette date à 2040. Et ben, on verra ce qui se passera à ce moment-là. Et ben, Johan, je crois qu'il est temps de passer à notre annonce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux le faire ou je le fais? Ouais, vous voyez qu'on est préparé, mais en même temps, on s'est laissé une petite part d'improvisation. Très préparé.
Effectivement, ouais, je peux introduire un petit peu peut-être l'idée générale et puis ensuite je te laisserai développer. Mais c'est vrai que depuis quelque temps et ce podcast en est une des initiatives. Avec Automobile Propre, on a souhaité en fait renforcer la position d'Automobile Propre comme un média de référence autour de l'électrique et de chercher aussi à renforcer sa crédibilité. Et d'un autre côté, on a cherché aussi quelque part à mettre en avant des acteurs, des initiatives qui sont en faveur de l'automobile plus respectueuse de l'environnement, hein, qu'on défend et qu'on promeut depuis près de 14 ans maintenant. Et donc l'idée est née de récompenser finalement ces initiatives clés, ces initiatives importantes, ces produits qui viennent finalement bousculer aussi le paysage automobile dans sa transition vers le véhicule électrique. Et donc on a souhaité mettre en place un trophée, le trophée des watts d'or, qui vient récompenser en fait chaque année ces initiatives, ces acteurs et ces produits et services. Donc c'est une nouvelle étape et l'objectif c'est de lancer la première version cette année. Et du coup avec en pilote de cette initiative, toi Eric, est-ce que tu peux du coup détailler un petit peu l'initiative? Oui, alors c'est vrai qu'on avait fait des petits teasings réguliers ces dernières semaines pour vous dire qu'on allait vous faire une annonce. Alors là voilà, en fait on lance dès 2022 le trophée de la voiture électrique de l'année. Alors vous savez qu'on a de nombreux trophées autour de l'automobile, mais bon, on connaît la voiture de l'année, the car of the year, selon le point de vue où on se place. Et ça, c'est une institution, ça existe depuis très longtemps. Et puis, on a regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. On sait que dans de nombreuses disciplines, que ça soit industriel, économique, marketing, sportive, il y a artistique, culturel, des trophées. C'est pas la peine de citer la Palme d'Or de Cannes ou les Césars ou le Ballon d'Or pour le foot, etc., etc. Et donc on s'est dit, on est un média qui commence à compter dans le paysage. On est un média de référence. On est le média francophone de référence sur la voiture électrique et l'électromobilité, avec les différents sites, Automobile Propre, mais pas seulement, aussi Clean Rider, etc. Et il serait peut-être temps de matérialiser cette position de référence par la création d'un trophée qui ferait parfaitement sens avec notre ligne éditoriale et qui nous permettrait aussi de mettre en valeur effectivement l'écosystème de la voiture électrique en France et pourquoi pas ailleurs, mais pour l'instant en tout cas en France ou dans le monde francophone, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a évidemment des marques, il y a des constructeurs, mais il y a aussi des jeunes entreprises, des startups. On en parle un petit peu sur Automobile Propre. J'ai l'occasion moi d'avoir le plaisir d'interviewer des entreprises, des jeunes pousses dans le cadre du podcast, et je vais continuer à le faire. Et puis il y a de l'innovation, il y a de la tech, et puis il y a des personnalités, il y a des acteurs importants, il y a des coups de cœur, etc. Et donc le trophée va être lancé en 2022. Concrètement, comment ça va se passer? On est en train de monter un jury. Donc qui sera dévoilé quand il sera définitivement validé. C'est en cours et c'est l'affaire de quelques jours. Et puis avec des personnalités variées, intéressantes et qui ne sont pas forcément uniquement d'ailleurs du monde de l'électromobilité ou de la voiture électrique. Et c'est ça qu'on aime aussi, c'est cette diversité et cet appel à des personnes qui viennent d'horizons qui sont connexes, mais qui sont de toute façon toujours proches de cet état d'esprit de technologie et d'innovation. Et puis donc un jury, une date, donc ça sera dans la deuxième quinzaine de novembre. Un lieu, alors le lieu sera dévoilé prochainement, donc on aura effectivement une remise physique des trophées. On va faire une cérémonie, une soirée de remise des trophées, où on aura des invités, environ 200 personnes à peu près. Et donc, on est toute une équipe là qui se mobilise actuellement dans la rédaction d'Automobile Propre et même un peu à l'extérieur pour monter cet événement avec tout ce que ça implique et ce que cela suppose en termes d'organisation, de logistique, de vote. Alors ça, on va être très pointilleux là-dessus, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire quelque chose qui se fera dans la plus grande transparence en termes de système de vote, d'inviolabilité du système de vote, parce qu'en fait, on aura deux types de votants. On aura le jury, donc, qui sera composé d'une petite vingtaine de personnes, entre 10 et 20 personnes, et puisqu'on attend encore quelques réponses. Et puis, donc, le jury d'un côté, et d'un autre côté, le public.
Alors prioritairement la communauté automobile propre, qui aura la possibilité de voter aussi pour les candidats qui seront proposés. Quand je dis candidats, c'est au sens large. Donc sur le site automobile propre, on aura un site dédié qui s'appellera leswattdor.com ou wattdor.com. Le trophée effectivement s'appelle Watt d'or. Et donc voilà, donc on aura un système de vote privé pour le jury et public qu'on va pondérer, et puis on va présenter différentes catégories. Donc on aura très probablement la voiture électrique de l'année, bien sûr, mais quand je dis très probablement, c'est que on n'a pas encore tranché si on décline en diverses catégories dans cette super catégorie, donc la voiture électrique de l'année qui sera la catégorie phare, peut-être après subdivisé en la berline de l'année, la voiture sportive de l'année, le SUV de l'année, et puis la compacte urbaine de l'année, évidemment tout cela 100% électrique. Et puis on aura d'autres catégories comme justement, je l'ai évoqué, la start-up de l'année, la personnalité de l'année, l'innovation de l'année, le coup de cœur du jury, et puis par exemple l'opération spéciale de l'année, ça peut être une campagne publicitaire, ça peut être une initiative intéressante, ça peut être une innovation au sein d'un opérateur. Voilà, donc tout ça est en train de se mettre en place. On était impatient de vous l'annoncer parce que ça bouillonnait depuis pas mal de semaines. On est à fond dessus, on bosse pas mal sur le sujet, et toutes les briques sont en train de se mettre en place, et on aura un produit entre guillemets officiel, définitif et à proposer et à annoncer dans les prochains jours, avec tous les éléments. Donc, en attendant, on a mis en place une adresse email. Johan, c'est contact@wattdor.com, c'est ça? C'est ça, tout attaché, sans espace, au niveau de Watt d'or. Et là-dessus, les partenaires potentiels sont en capacité de nous contacter. Éventuellement, vous, chers auditeurs, si vous avez des avis sur les catégories ou autres, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse. On vous lira, à voir si on arrive à répondre à tout le monde, et au moins ça nous donnera un petit feedback. Et c'est vrai que, comme l'a dit Eric, en fait, un des points qui est important, c'est justement que ça reste des trophées qui soient connectés aussi à la communauté automobile propre. Ça, c'est un point, moi, que je trouve vraiment important, pour que ces trophées, finalement, ce soit pas quelques personnes entre eux qui les décident, mais bien quelque chose de populaire, et qui reflète aussi pleinement un petit peu l'avis des usagers, des consommateurs. Et donc voilà, je pense que ça va être une aventure passionnante, et j'ai déjà hâte d'être à la cérémonie de remise, et puis aussi je sais plus si tu l'as précisé, Eric, mais de retransmettre tout ça en direct sur nos réseaux sociaux pour que la communauté puisse suivre tout ça. Oui, effectivement, il y aura un live au moment de la cérémonie pour retransmettre l'événement en direct. Il y aura certainement des petites surprises. On pense à plein de choses là qui sont en train de se mettre en place. Effectivement, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse wattdor, donc contact@wattdor, vous m'avez compris, .com. Et donc voilà, si vous avez des idées, des suggestions, des questions, et puis évidemment, si vous souhaitez aller un peu plus loin avec nous, éventuellement être partenaire, parce que on aura effectivement des sponsors, on a déjà quelques contacts, et de façon à faire quelque chose qui soit un peu ambitieux, qui a un peu de la gueule, et puis qui s'impose immédiatement comme voilà le trophée de la voiture électrique et de l'électromobilité francophone. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Johan, on publiera ça aussi avec ce podcast sous la forme d'un article où on reprendra l'essentiel de ce qui a été dit là. Et puis on vous tiendra régulièrement informé sur le site Automobile Propre, peut-être aussi sur les autres sites, et puis sur le site wattdor.com qui va être déployé rapidement. Un dernier mot, Johan ? Ouais, en tout cas, très excité de voir cette initiative émerger, et de voir aussi un petit peu où ça va nous emmener. C'est vrai que par le passé, chez Automobile Propre, on a commencé des projets, et puis finalement, c'est devenu des choses qui étaient assez conséquentes, assez impactantes. Et je pense typiquement à ce podcast-là, où finalement, on s'est dit au début, on va faire quelques épisodes assez espacés, etc. Et puis finalement,
on arrive à quelque chose qui est publié chaque semaine, qui rassemble de plus en plus de monde. Donc j'espère qu'au fil des années, le trophée des Watts d'Or va devenir aussi finalement ce projet de référence qui compte dans le paysage médiatique. Et j'ai hâte de le construire aussi avec la communauté automobile propre. Très bien, merci Johan. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Et quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast, et des informations plus précises dans les prochains jours, les prochaines semaines sur les Watts d'Or. Salut! Ciao!